Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité politique. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité qui n'est pas un politicien, qui est un activiste, un militant afro-africain, à la personne de M. Mwazulu Diabanza. Le nom est original et la personnalité a beaucoup de choses à nous dire. Il est porte-parole du mouvement Unité, Dignité, Courage. Et il est aussi là pour nous parler de la fronde qui est née un peu partout sur le continent africain et en Occident par les fils d'Afrique contre le franc CFA. Bonjour Monsieur Diabanza. Bonjour. Votre nom m'intrigue, il a forcément une signification. Que signifie Mwazulu Diabanza? Pour le résumer, je dirais le palmier céleste. Le palmier céleste qui nourrit l'univers. Donc c'est ainsi Mwazulu Diabanza. Parlez-nous de votre mouvement Unité, Dignité, Courage avant d'entrer dans le vif du franc CFA. UDC, c'est une plateforme panafricaine. Une plateforme panafricaine non exclusive qui aujourd'hui milite pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Nous avions essayé depuis un moment de pouvoir répandre le flambeau de ces illustres africains. Et ces dignes fils de notre mère patrie l'Afrique qui sont tombés pour la liberté qui est nôtre. Et dans cette logique, notre premier pas, notre premier acte des dignités était d'abord de pouvoir sortir du cadre de l'héritage des conférences de Berlin pour pouvoir assumer notre responsabilité et notre identité en tant qu'Africains. Et c'est dans ces contextes et dans cet état d'esprit qu'est né l'UDC qui, comme vous le voyez, prend aussi l'ensemble de notre peuple éparpillé dans les quatre coins du globe, notamment nos frères qui ont été autrefois déportés vers les Amériques, qui sont aussi représentés dans notre mouvement. Et nous portons cette voix pour l'idéal d'une Afrique digne, d'un peuple noir qui aujourd'hui, dans les temps actuels des choses, doit arriver à restaurer sa dignité. Cette dignité qui a été mise à mal depuis des siècles. Donc c'est ainsi que nous avions décidé de porter ces flambeaux de la lutte. Aujourd'hui, je dirais que Unité, Dignité, Courage est inscrit dans le cadre de nos valeurs cardinales, les valeurs qui constituent notre mouvement. Et nous avions essayé de redonner à l'UDC aussi sa vraie identité, comme nous l'avions fait. Et cette vraie identité, beaucoup aujourd'hui le savent déjà, on nous appelle les Yakankou, c'est-à-dire les hommes et les femmes libres, parce que c'est l'idéal de la liberté qui nous anime. C'est tout un programme et comme pour tout programme, tout mouvement, il faut des moyens, il faut des mobiles, etc. Aujourd'hui, il y a à peu près combien de gens et où est-ce qu'ils se trouvent, qui se reconnaissent dans ce mouvement-là? Il faut commencer par ici, parce qu'en ce moment, nous sommes ici sur l'espace européen. Notre mouvement intègre à peu près 300 à 310 membres, qui sont, si je le cite, parce qu'ils figurent sur l'organigramme de notre mouvement. Il y a pas mal de sympathisants et d'adhérents qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, sur l'espace européen. Et je n'intègre pas toutes les représentations de notre mouvement qui se trouvent un peu partout, dans la mère patrie surtout, en Afrique, et de certaines cellules au niveau de l'Asie qui ne sont pas encore très actives dans la mesure où nous n'avions pas été déjà l'équipe dirigeante sur place pour essayer de donner le coup de pouce à ceux qui ont pris l'initiative de répandre à ces flambeaux de la lutte pour la liberté de notre peuple partout sur l'espace de notre planète Terre. Et donc aujourd'hui, c'est tout naturellement que vous êtes engagé avec votre collectif dans le front anti-franc CFA. Et déjà, pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ne savent pas ce que c'est que le franc CFA. Quel résumé vous pouvez faire de cette monnaie-là pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit? Déjà, je pense qu'il faudrait faire un rappel historique pour parler, et je voudrais apporter une nuance. Je parlerai des francs CFA, c'est-à-dire au pluriel, parce qu'il n'y a pas une monnaie franc CFA, il y a les francs CFA. Et il y a trois monnaies du franc CFA si l'on veut bien. La première monnaie du franc CFA, c'est ce qu'on a appelé le franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est une monnaie qui a été créée en 1945 par l'initiative du général de Gaulle. Créée en 1945 par son initiative et qui était gérée, si vous voulez, par deux institutions, les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Le FMI avait pour vocation exclusivement de piller systématiquement les richesses africaines, dont l'or, qui constituait, si vous voulez, la valeur de cette monnaie à l'époque. Et il fallait au général de Gaulle donner au FMI, parce que la même date de la création du franc CFA, le 24 décembre 1945, c'est la même date qui signe l'entrée
officielle de la France au sein du FMI. Et la monnaie, comme je disais, après les crises que l'humanité ou le monde a connues en 1915 à 1919, il fallait pouvoir redonner à l'économie mondiale une santé, refaire la santé de l'économie mondiale. Et c'était le FMI et la Banque mondiale. Alors le général de Gaulle va proposer la création de cette monnaie, le franc des colonies françaises d'Afrique, pour permettre à la France, en particulier les représentants, mais du FMI, pour piller systématiquement les richesses africaines. Donc cette monnaie, le franc des colonies françaises d'Afrique, n'est que la valeur, je dirais, monétaire du pillage systématique de l'or exclusivement. C'était la matière qui était, ou le minerai qui était visé de l'or africain. Et la deuxième institution, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale qui avait pour vocation d'endetter l'Afrique. Parce que c'est là où le général de Gaulle va créer la première monnaie qui a endetté l'Afrique, cette monnaie scripturale. Ce sont les écritures où le général de Gaulle a parlé des milliards. Si aujourd'hui vous prenez le montant qui varie entre de milliards et des sommes astronomiques de la dette africaine des pays, notamment de la zone franc, cette dette commence depuis 1945, justement par cette monnaie scripturale créée par le général de Gaulle. Cette monnaie, aujourd'hui, la progression de cette monnaie a fait en sorte que les délais de remboursement qui a été imposé à ces colonies-là et le taux qui a été fixé de remboursement, c'est-à-dire pour pouvoir renflouer les caisses de la Banque mondiale, c'est ce qui a fait qu'au fil des années, les pays africains se sont retrouvés endettés. Et je me rappellerai toujours d'une phrase courte qui est devenue une phrase célèbre du cher et regretté camarade Thomas Sankara qui disait que nous ne payerons pas la dette. Cette phrase-là résume toute la lutte et toute l'existence, même si vous voulez, le soubassement, le soubresaut de la monnaie coloniale du franc CFA, le franc de colonie française d'Afrique, créé en 1945. Donc une affaire du FMI et de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, je pense que la noblesse et la dignité la plus absolue du peuple africain serait, si j'ose dire, de refuser catégoriquement. Donc, si je comprends bien votre analyse, c'est que le franc CFA a été fait sur un modèle qui endette les Africains et qui ne leur donne pas l'opportunité de rembourser cette dette-là. Voilà, parce qu'il y a un délai court qui a été imposé de remboursement de la dette et il y a des taux butoirs qui sont fixés. Ces taux butoirs, si vous voulez, c'est la maladie que le général de Gaulle a contractée lorsque le nazisme a envahi la France. Il a été contacté de cette maladie. Et cette maladie veut que l'on impose aux critères économiques, la barbarie ou, si vous voulez, l'indécision politique. C'est alors que le général de Gaulle va faire la même chose que Hitler avait fait autrefois entre le mark et le franc français. Il va faire la même chose, il va proposer cette application de taux butoirs sur la monnaie qu'on a appelée le franc des colonies françaises d'Afrique. Mais à votre avis, connaissant tout ça, je suppose que les chefs d'État, les dirigeants qui se sont succédés à la tête des États africains, qui ont en tout cas en commun le franc CFA, savent tout ça. Quel intérêt ils ont à garder ce système-là qui assujettit les Africains et leur empêche d'accéder au développement, à l'émergence, etc. Ce n'est pas l'intérêt. Il faut déjà comprendre que la plupart de ces dirigeants étaient cooptés. Ce sont les dirigeants choisis par le général de Gaulle. Parce que le vrai dirigeant africain... Il n'est plus là, le général de Gaulle, aujourd'hui. Ils ont été choisis, c'est-à-dire qu'ils les ont choisis par quoi? Par un mécanisme, par un procédé de recrutement, par des institutions par lesquelles ils doivent passer, par des réseaux, par des circuits qui sont mis en place, notamment le plus grand des réseaux connus, c'est la France-Afrique. Mais le vrai président africain, c'est là où je vais vous citer la mémoire du lustre, de ces grands Africains illustres dignes Thomas Sankara. Parce qu'il fallait dire non à la dette. C'était simple. Il fallait dire non à la dette. Mais vous savez que la question du monétaire du franc CFA, surtout la première monnaie dont je vous parle, le franc des colonies françaises d'Afrique, est liée à la présence militaire de la France en Afrique. La présence militaire de la France fait que, rappelez-vous encore avec le président Pascal Issouba du Congo-Brazzaville, lorsqu'ils sont venus négocier, Chirac est venu négocier, il a négocié avec l'arme à la main. Chirac n'a pas hésité à dire à Laurent Gbagbo que vous ne possédez pas l'arme nucléaire. C'est-à-dire que la question monétaire du franc CFA est liée avec la question de l'armée française. Donc il faut avoir suffisamment de pôles et de dignités de vérité pour pouvoir tenir face à cette armée. Ce n'est que donc là, vous aujourd'hui, vous proposez de rompre avec le système du franc CFA et d'adopter une monnaie commune afro-africaine. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on lit les contributions des Africains eux-mêmes, il y en a qui s'opposent à ça. Ils disent tout simplement que l'Afrique n'a pas assez de maturité pour gérer sa propre monnaie et que l'inflation, la planche à billets, etc., en fait, on va avoir une économie bateau qui ne pourra pas survivre. Qu'est-ce que vous avez à dire à côté de ça? Dans tous les pays de la Terre, on utilise la planche à billets. La planche à billets est un mécanisme qui consiste à battre monnaie pour pouvoir alimenter les banques et alimenter les circuits
du marché parce qu'on a besoin de la monnaie. La planche à billets n'est pas un problème. C'est le rythme avec lequel vous faites la planche à billets. Alors, le socle fondamental de tout ça, c'est un parlement efficace qui contrôle la planche à billets. Combien est-ce que, quand vous battez monnaie, quand vous faites la planche à billets, combien, avec quel rythme et comment? Je me rappelle encore d'un cas drastique en République démocratique du Congo, lors les Zaïre de l'époque du maréchal Mobutu, où la planche à billets était devenue un exercice favori. C'est ce qui a causé l'inflation, c'est ce qui a causé, qui faisait en fait même, si j'ose dire, l'augmentation vertigineuse des prix des premières nécessités, des denrées alimentaires des premières nécessités. Ce n'est pas la planche à billets qui pose problème, c'est le rythme et l'efficacité, la gestion de ces mécanismes-là. Mais quand il s'agit de parler d'une monnaie africaine, je pense qu'il faut d'abord revoir, je parlais de la première monnaie de 1945, il faut parler de la deuxième monnaie. La deuxième monnaie qui est le franc de communauté française d'Afrique. Cette monnaie a été créée en 1957, reliée au nouveau franc. Lorsque le général de Gaulle a voulu créer les nouveaux francs. Pourquoi il fallait créer les nouveaux francs? Après, si j'ose dire, la situation dramatique de l'économie française lorsque la France a perdu l'Algérie. Il fallait normalement chercher quelque chose qui pouvait remplacer le désastre économique et financier dans lequel s'est trouvée la France après la perte de l'Algérie. C'est là que le général de Gaulle va décider la création du nouveau franc. Le nouveau franc est créé en 1957-58 et il sera mis officiellement, il sera mis officiellement dans les circuits monétaires et bancaires le 1er janvier 1960. Et le 1er janvier 1960, vous rappelez quoi? La date de l'indépendance du Cameroun. Ce qui fait que le Cameroun est l'un des pays qui détient la masse monétaire la plus importante du franc CFA. Donc la deuxième monnaie du franc CFA a été créée le 1er janvier 1960. Donc cette monnaie, quand elle a été créée, rappelez-vous qu'en 1957-58, le général de Gaulle a commencé une tournée pour les référendums en Afrique. Les référendums, s'il fallait dire oui ou non pour la constitution, la création de la communauté franco-africaine, parce qu'il y avait en vue les indépendances des pays africains. Le seul dirigeant digne de l'époque, le regretté Sékou Touré, avait dit non au référendum. D'ailleurs, il a été trahi par tous ses pairs. Vous savez que ces hommes-là, hein, ces illustres rares africains, jusqu'à notre temps, ils sont toujours seuls face à cette multitude, si j'ose dire, des cancres, passez-moi les termes, et de ceux-là qui ont choisi toujours de pouvoir, à chaque instant de notre histoire, vendre la dignité de notre peuple et de notre mère patrie. Aujourd'hui, par exemple, quels seraient les chefs d'État vendeurs de la dignité de l'Afrique? Vous les connaissez. Tous ceux qui sont en train, ces chanteurs-là, qui sont en train de chanter haut et fort, hein, partout où on les reçoit, que le franc CFA est une bonne monnaie. Que ce n'est pas le franc CFA qui pose problème, qu'il y a un problème de planche à billets, qu'il y a un problème X et Y. Mais en tout cas, aujourd'hui, hein, pour appuyer Macky Sall, pour aller dans votre sens, Macky Sall nous disait quoi? Il disait que l'on nous dise, je répète ce qu'il dit, au lendemain de notre marche du 17 et du 18 décembre ici à Paris, Macky Sall est venu à l'Élysée pour nous dire, il dit que l'on nous dise les versions ou les éléments économiques qui nous obligent de sortir du franc CFA. L'affaire du franc CFA est une question politique. On le verra avec la troisième monnaie. C'est une question exclusivement politique. D'ailleurs, avec la première monnaie, je voulais démontrer. Donc, la deuxième monnaie, le franc de communauté française d'Afrique, créé en 1960, avait aussi pour vocation quoi? Comme je disais, la première partie, c'était pour refaire la santé économique et financière de la France après la perte de l'Algérie. Deuxième raison, c'était pour pouvoir intégrer l'enseignement privé au niveau de l'État, les enseignements para-étatiques. Avant de poursuivre et de parler de la troisième monnaie, je voulais juste préciser quelque chose, c'est que quand vous prenez les 10 puissances économiques en Afrique, il n'y en a aucun qui est une colonie française et il n'y en a aucun qui est dans un ensemble monétaire, ni l'Afrique du Sud, ni le Nigeria, ni le Kenya, ni l'Éthiopie, ni l'Égypte, ni l'Algérie, ni le Maroc ne sont dans un ensemble économique. Donc effectivement, l'argumentaire qui dit que les Africains n'auraient pas la maturité nécessaire pour piloter leur propre monnaie tombe un peu à l'eau. Et ce qui nous amène à justement parler de ce que vous appelez la troisième monnaie. La troisième monnaie du franc CFA, c'est une monnaie qui a été créée en 1990. En 1990, avec la décision unilatérale de celui que je considère aujourd'hui comme l'apprenti gynécologue économique, le feu président François Mitterrand. Il a décidé de manière unilatérale de créer cette troisième monnaie qu'on a appelée aujourd'hui, c'est la monnaie qui existe maintenant, le franc de coopération financière française en Afrique. La coopération financière française en Afrique, c'est là où vous voyez la réalité du problème africain. Parce que le mot coopération résume tout. C'est là où est né les accords de coopération économique, les accords de coopération bilatérale ou unilatérale entre la France
et tout ça. C'est là où est né Caraïbes, les accords de défense. Voilà, c'est là où est né tous ces différents accords. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une seule vocation, le business. C'est cette monnaie-là dont on parle. Et cette monnaie, si vous voulez, c'est une monnaie de 80 et 20. Tous les pays africains qui avaient accepté les indépendances, les dates des indépendances africaines, c'est pourquoi je vais vous parler dans la deuxième monnaie, parce que c'était un acheminement, l'indépendance du Cameroun. Tous les pays qui ont accepté ces dates-là, qui ont été proposées par l'autre, par celui qui nous a même les tortionnaires en question, c'est parce qu'ils ont signé, dans leurs accords, ils ont accepté ce qu'on appelait les indépendances de 20%. C'est quoi les indépendances de 20%? Toute la production de votre richesse, vous n'avez droit que à 20%. Et les 80%, c'est la métropole. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand les techniciens et les économistes parlent des questions que les pays africains, qui aujourd'hui possèdent la troisième monnaie, j'ai dit bien, le franc de coopération financière française en Afrique, ou coopération financière franco-africaine, ont l'obligation de déposer 20%, 80% de leurs avoirs dans le compte des opérations et n'ont que le droit d'utiliser 20%. Ça, ce n'est qu'une partie visible, c'est-à-dire que c'est la partie monétaire. Mais la réalité de fait, c'est les accords qui ont été signés. Ces accords-là commencent par la fixation des dates des indépendances. À partir de ces dates-là, ils avaient accepté que des nez contrôlés. Quand vous regardez un pays comme la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville, le Mali, vous regardez tous ces pays, le Burkina Faso, vous aurez à remarquer, tous les géographes vous diront qu'on n'occupe que 20% de notre terre. Il n'y a que 20% qui est habitable. 80% n'est jamais habitable. Vous savez pourquoi? Parce que le métropole, les nations qui nous ont colonisés autrefois, ont dit à ces dirigeants-là, vous n'avez le droit que de prendre ça, le 20%. C'est pourquoi ils avaient détruit systématiquement toutes les cartes et tous les emplacements des anciens royaumes, les plans cadastrales des anciens royaumes africains, pour créer, avec l'héritage de Napoléon, un plan cadastral qui aurait permis à cantonner les pays africains dans ce qu'ils ont appelé les villes. Ils ont parlé des civilisations pour nous sortir de la forêt et créer des capitales. Et dans ces capitales-là, ils ont laissé les 80% des territoires pour aller exploiter les 80% de nos richesses, pour aller exploiter... Que ça reste à l'état agricole, ça reste dans un état agricole et tout ça est minier. Comme ça, eux, ils vont créer de vastes champs d'exploitation minière pour pouvoir... Donc c'est là qu'est née la conception des 20%. Et 80% dans les codes des opérations, c'est d'abord parti par rapport à ces accords-là. C'est vrai que c'est autant physique que financier. Et financier. Donc c'est là donc il faut commencer pour résoudre la question de la troisième monnaie du franc CFA. Il faut d'abord changer les plans cadastrales de l'Afrique. Pour résoudre cette question, il faut d'abord redessiner autrement l'occupation de l'Afrique, récupérer l'ensemble de nos territoires. Il y a des présidents africains, il y a des territoires en Afrique, que vous soyez président du Mali, que vous soyez président, allez leur poser la question. Président du Sénégal, c'est lui qui crie là partout. Que vous prenez le président de la Côte d'Ivoire, hein? Le perroquet national africain qui crie partout. Si vous prenez ces présidents, vous allez leur poser des questions. Ils ont des territoires où ils ne peuvent pas mettre leurs pieds. Ils ont des territoires qui ne leur appartiennent pas. D'ailleurs, vous savez que, par exemple, la présidence ivoirienne est louée à l'État ivoirien. C'est la raison pour laquelle même celui qui est à la haie, Gbagbo, a eu tous ces problèmes-là. Quand il a voulu revenir sur ces bases-là. Donc ces fonds-là a fait naître, au-delà des accords et tout le business dont je vais vous parler, il y a aujourd'hui près de 50 500 étudiants africains qui viennent du Maroc, qui viennent du Burkina Faso, du Congo, du Sénégal, du Mali, de tout le pays, si vous voulez, de la zone franc de l'Afrique. Il y a combien d'États qui ont, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément tout ce que vous savez, il y a combien d'États qui ont comme le franc CFA? Disons, officiellement, on nous dit qu'il y a 17 à 16 pays qui utilisent le franc CFA. Mais moi, je vous dis, c'est toute l'Afrique qui utilise le franc CFA. Nous avons eu le temps de l'expliquer pour démontrer que les influences négatives du franc CFA traversent partout. Prenez un pays comme la République démocratique du Congo, qui est en face du Congo-Brazzaville et qui a une frontière avec la République centrafricaine. Dans les zones frontalières de ces pays, c'est les échanges se font en franc CFA. Et ça influence directement le cours des prix des articles ou des besoins des produits de première nécessité. Si vous prenez par exemple les Libanais, les citoyens libanais qui sont en Afrique, ils sont financés par l'État français. Ils sont financés en dollars par l'État français pour aller créer l'inflation dans les monnaies. Cette réalité a été, c'est la réalité de toutes les capitales africaines. À Dakar, vous verrez un ensemble pléthore des Libanais. À Kinshasa, à Brazzaville, à Libreville, à Abidjan, à Yaoundé, à Bamako. Ces gens-là sont financés par des caisses noires. D'ailleurs, de cette même monnaie qui ne sont contrôlées par aucun parlement. Et ces gens-là viennent déstabiliser le marché local par rapport à ces équivalences-là. Et ils jouent aujourd'hui avec certaines banques, pour ne pas citer leur nom, qui spéculent sur le cours international du franc CFA dans le marché international. Donc cette question, je disais, a créé l'ensemble de ces étudiants-là que je vous parlais, les 50 500 étudiants, qui sont aujourd'hui sélectionnés
à travers des écoles, des hautes études françaises. Et ces universités sont construites notamment au Maroc. Vous savez aujourd'hui que le Maroc dispose à peu près de 30% à 40% des actifs bancaires dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et dans la plupart des pays, la grande compagnie sénégalaise d'aviation fait partie du groupe Royal Maroc. Donc si vous voulez, aujourd'hui, le néocolonialisme monétaire est piloté par des pays comme le Maroc. Il contrôle carrément tous les avoirs, tous les actifs des banques africaines. Et le Maroc a aussi, si vous voulez, des actifs et des avoirs dans la plupart des banques privées franco-européennes. Ce qui fait que les fruits et les retombées de ces dividendes ramassés par la France par rapport à la question monétaire du franc CFA est aussi distribué avec ces pays. C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de la question monétaire, la troisième monnaie du franc CFA, cette troisième monnaie, c'est la question de tous ces accords, c'est la question de tous ces mécanismes mis en place. La plupart des jeunes étudiants, quand ils vont dans ces universités au Maroc et en Tunisie, c'est quelle filière qu'ils choisissent? C'est le management, c'est quoi? C'est l'architecture, c'est quoi? C'est toutes ces filières-là sont des filières qui ne sont pas des besoins locaux des économies africaines. Ce sont des besoins qui sont définis et établis par ces mêmes nations-là, occidentales, qui nous ont colonisés d'autrefois. Et dictés quelque part. Et en complicité avec ces nations-là que je disais, comme des Maroc, la Tunisie et tout, qui contrôlent les actifs. Regardez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque Guillaume Soro a eu besoin d'être financé, c'est entre Sassou Nguesso et le roi du Maroc que ça s'est passé. Et c'est la plupart de ces mouvements, la plupart des mouvements qui sont recrutés aujourd'hui, entre guillemets, dits des panafricains, qui sont en train de rêver encore et qui sont les héritiers par excellence. J'ai dit bien par excellence. De Blaise Compaoré, de Mobutu, d'Oufé Boigny. C'est la plupart de ces gens-là qui sont en train de conduire notre peuple vers le gouffre économique. Parce qu'ils sont en train de relayer les messages de ces ambassades-là, qui sont en train de leur financer pour faire la propagande de cette monnaie, la troisième monnaie dont je vais vous parler, du franc CFA, Fonds de coopération financière française en Afrique. Donc cette monnaie, vous voyez l'établissement de ces trois différentes monnaies. Faire en sorte que notre mère patrie, l'Afrique, est aujourd'hui privée de sa souveraineté monétaire, de sa souveraineté économique et de sa souveraineté financière. Maintenant, on va arriver, avant de clore l'émission, nous donner aujourd'hui les outils que vous utilisez, puisque vous avez localisé votre mouvement pour l'instant dans l'Hexagone en Europe. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme campagne, comme communication pour sensibiliser les gens ou même faire des groupes de pression de sorte à ce que ce retrait du franc CFA puisse être une réalité? Chez nous, d'abord, le mot d'ordre, c'est l'action. On agit. Vous vous rappellerez que 70 ans après, les Africains ont accepté l'opprobre et le silence. Il a fallu 70 ans après, quand les marrons sont venus ici sur la terre parisienne, comme nos ancêtres marrons, lorsqu'ils ont affronté les puissances colonialistes et esclavagistes de l'Europe et de l'Occident de manière générale. Nous avions repris ces flambeaux pour poser le premier acte qui restera gravé dans les annales de l'histoire, le 31 octobre, lorsque nous sommes allés à la Banque de France, à Chamalières, là où se trouve l'imprimerie de la monnaie coloniale du franc CFA. Nous avons paralysé la ville pendant 4 heures. Et quelle a été la réaction? La réaction a été directe. Pour la première fois, Alassane Dramane Ouattara, le perroquet national africain, s'est déplacé pour aller à Chamalières et tenir des conférences pour calmer la plupart des bourgeois et la plupart des banquiers qui sont derrière cette mafia du franc CFA. Parce que vous savez que c'est le président Valéry Giscard d'Estaing, pour mieux contrôler ses avoirs, avait déplacé l'imprimerie du franc CFA. Et la réponse a été directe. Une proposition est maintenant sur la table. Après cette action-là, la proposition est sur la table de pouvoir délocaliser l'imprimerie du franc CFA en Afrique. Donc, ce qui fait que quand nous posons un acte... Mais ça ne changerait pas grand-chose que l'imprimerie. Ça va créer peut-être des emplois locaux et même des emplois, on va dire, mal payés. Pour l'instant, nous sommes dans des symboles. Nous sommes dans des symboles parce que notre mouvement agit par rapport à ses capacités, à sa puissance. Donc, quand nous aurons, si nous avions 4 AK ou Kalachnikov, nous allons agir avec ça. Les jours où nous aurons des hélicoptères de combat, nous allons agir avec ça. Le jour où nous aurons des chars de combat, nous allons agir avec ça. Le jour où nous aurons des avions furtifs, nous allons agir avec ça. C'est-à-dire que nous agissons par rapport à la mesure de nos moyens et de nos capacités. Nous avions posé le premier acte, nous avons vu l'échelonnement. Le 17 et le 18 décembre, nous avions posé la première marche à Paris. Parce que pourquoi à Paris? Vous savez que le chantre numéro 1 qui détient la décision politique coloniale du franc CFA se trouve à l'Élysée.
nous avons posé cette acte. Et directement après cette marche, c'est là où Macky Sall est venu à Paris et à l'Élysée. Lorsqu'on a posé la question au président français, nous avions dit que les 17 et les 18 décembre, la domination va tomber. Et la domination est tombée. Parce que lorsqu'on a posé la question au président français, le président français a pris soin de ne pas répondre et il a désigné Macky Sall. Ce qui voulait dire quoi? La lutte contre la monnaie du franc CFA les monnaies du franc CFA devient une lutte néocoloniale. Parce que c'est maintenant les perroquets nationaux qui ont pris la relève du bon maître, comme c'était autrefois. Donc, dans cet état d'esprit de marron, nous allons châtier efficacement et les néocoloniaux et les coloniaux. Après, nous allons châtier les businessmen. Les businessmen, c'est tous ces gens que je vous ai parlé, ces ambassades-là, toutes ces structures-là, et ces soi-disant panafricains qui marchent en complicité avec ces gens-là pour pouvoir répandre le poison dans le concert dans les chefs de notre peuple pour pouvoir étouffer cette énergie qui veut réellement. Donc nous sommes dans une phase de la conscientisation, de la mobilisation et des actions concrètes pour pouvoir arriver à la souveraineté monétaire et financière de l'Afrique. Quelle est la prochaine action? L'UDC sera sur le terrain d'ici là au mois de juin. Au mois de juin, nous allons dans une tournée africaine. Dans une tournée africaine où nous commencerons à Bamako. C'est une journée pour la paix en Afrique. La paix en Afrique implique la souveraineté monétaire de l'Afrique. La paix en Afrique implique les départs et les retours de l'armée française chez elle et de toutes les armées occidentales qui ont occupé notre mère patrie, l'Afrique. Nous irons après Abidjan, ça sera à Bamako. On commence à Abidjan, après Abidjan, ça sera Bamako. Après Bamako, ça sera Ouagadougou. Après Ouagadougou, ça sera Lomé. Donc nous allons appeler à une grande mobilisation. Déjà, c'est un travail qui est en train d'être fait entre différents partenaires. Donc ça sera une action maintenant en Afrique parce que nous sommes arrivés à un moment donné où nous sommes en train de parler à l'Afrique authentique et profonde. Et c'est la raison pour laquelle même notre manifeste qui a été lancé, dans lequel figurent les 13 actions que notre mouvement va mener pour la libération effective de notre mère patrie l'Afrique et accompagner le peuple africain vers sa souveraineté véritable. Le manifeste de Yakankou a été traduit dans toutes les langues africaines. J'ai dit bien dans toutes les langues africaines et nous aurons le temps de vous l'acheminer pour que notre peuple puisse porter ce qui est sa boussole de la lutte et du combat. Très bien, Mwazoulou Diabanza, merci d'être venu dans l'émission Invité politique, venu parler du franc CFA, de votre mouvement, de vos luttes. Et je remercie par la même occasion tous vos militants, tous ceux qui s'associent à vous pour mener ce combat-là qui est noble, je le pense. Et je tiens aussi à remercier notre régisseur Antoine Kouré qui nous fait ce magnifique travail dans ce studio de la NIA Labo 6. Et je remercie aussi nos spectateurs de nous suivre, de continuer à donner de la valeur au travail que nous faisons. Et à la prochaine.